Salut à tous, vous êtes sur Maxime Talk Radio. Aujourd'hui, on va parler du problème du top 14 et du 15 de France. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a complètement raté notre Coupe du Monde. C'est notre pire résultat depuis 4 ans. Pas de tournoi à destination à se mettre sous la dent. Pas de série de victoires au test d'automne ou test d'été. Et on est seulement allé en quart de finale. Donc, c'est déjà des quarts de finale, mais c'est le pire résultat qu'on ait fait dans une Coupe du Monde. Voilà. Donc, il y a plusieurs problèmes qui ont été soulevés par les spécialistes, que ce soit des anciens joueurs, que ce soit des gens techniques de la Ligue, de la Fédération. Moi, j'ai lu ce bouquin de Serge Betsen, que je vous recommande si ça vous intéresse. C'est les 7 plaies du rugby français. Et je peux vous promettre qu'il soulève pas mal de critiques sur la manière dont est géré le 15 de France. Et ça amène à réfléchir. Premièrement, le problème du top 14. Le top 14, c'est beaucoup de matchs pour les joueurs. Hein. Il y aurait des propositions de passer à un top 10. Un top 10, ça serait quoi? Ça serait seulement 10 équipes donc dans la ligue numéro 1, dans la première division. Ce qui permettrait de réduire le nombre de matchs des joueurs, c'est-à-dire de réduire de 8 matchs chaque saison. Ça permettrait aux joueurs d'avoir une charge de travail un petit peu plus réduite. On voit que Richie McCaw, par exemple, capitaine de la sélection, ex-capitaine parce qu'il a pris sa retraite, ex-capitaine de la sélection néo-zélandaise, jouait moitié moins de matchs que Thierry Dussautoir. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, plein de raisons diverses. Mais il faut savoir que au rugby, contrairement à beaucoup d'autres sports, c'est impossible pour l'organisme d'enchaîner des matchs tous les 3-4 jours. Et pourtant, c'est ce qu'ils sont quasiment amenés à faire les joueurs en ayant un match par semaine. C'est le strict minimum. Et donc je veux dire, à force, c'est sûr que l'organisme il se fatigue. Et donc je pense que c'est nécessaire pour les joueurs de réduire ce temps de jeu. Voilà, 8 matchs, c'est pas. Voilà, c'est pas rien. Ça représente déjà une belle charge de travail en moins pour les joueurs. Ça ferait quasiment un match tous les 15 jours à peu près. C'est pas négligeable. Franchement, c'est pas négligeable. Ça, c'est la première solution qui a été donnée. Solution numéro 2. La solution numéro 2 consisterait à faire un championnat fermé. Ah, attendez, ne commencez pas à crier. Je vous explique les solutions. C'est pas pour ça que je suis pour, c'est pas pour ça que je suis contre. Vous avez qu'à en parler dans les commentaires. C'est un débat. Hein. Maxime Talk Radio, c'est un débat. Donc, pourquoi passer un championnat fermé? Parce que, pour deux raisons. On remarque que toutes les équipes de Pro D2 qui remontent en top 14 ont beaucoup de mal parce qu'il y a des grosses écuries, parce qu'il y a beaucoup d'argent dans le championnat, c'est le championnat le plus riche. Et du coup, ça crée des grosses inégalités. On le voit avec Pau et Agen cette année. Ça a beaucoup de mal. Clairement, ça a beaucoup de mal et pourtant, on voit que Pau a investi. Voilà, il y a des grosses inégalités. Alors, ça permettrait de bloquer ça. Alors oui, c'est vrai que ceci dit, ça casse le sport. Ça casse le sport dans le sens où, bah oui, on a tous envie d'aller au niveau supérieur, d'aller en première division, et là on bloquerait cet accès. C'est-à-dire que des mecs qui se feraient chier depuis Fédéral 3 monter, Fédéral 2, Fédéral 1, Pro D2, et là ça serait fini pour eux. Certes, c'est un problème, mais voilà les avantages que propose le championnat fermé. Ça permettrait aux grosses écuries, comme Toulon, Clermont, qui font venir des gros joueurs, qui mettent des gros salaires et qui font des gros transferts, notamment le Racing avec Dan Carter, avec Johnny Wilkinson anciennement à Toulon. Voilà, c'est des grosses recrues, et ce qui empêche les jeunes joueurs d'avoir leur chance dans ces clubs-là. Et du coup, les joueurs qui sont formés à Toulon, qui sont à Clermont, bah, pour avoir du temps de jeu, elles vont aller en Pro D2 et ils vont aller en Fédéral 1. Et ça ne va pas les amener à se montrer, si vous voulez. C'est-à-dire que des grosses équipes, bah c'est con à dire, hein, mais leur but c'est de gagner. Pour gagner, qu'est-ce qu'ils font? Ils recrutent des bons joueurs. Et en recrutant des bons joueurs, bah on va préférer faire jouer un mec qu'on a acheté cher, qui est bon, on sait qu'il est bon, plutôt qu'un jeune français qui est encore balbutiant, qui a pas, où on ne connaît pas trop sa valeur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est normal. C'est normal que les clubs réagissent comme ça.
Mais en faisant un championnat fermé, on aurait cette possibilité de faire jouer des jeunes, car les clubs ainsi sauraient qu'ils ne descendent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Toulon. Bon bah, ou à Agen ou n'importe qui. On va plutôt prendre un club comme ça, comme Agen, comme La Rochelle, comme Oyonnax. Bah tiens, on a des jeunes, on va les faire jouer. De toute façon, même si on perd, eh bien c'est pas grave, on ne descend pas. Donc ça peut favoriser cet élan-là à titulariser plus de joueurs. Voilà. On a aussi entendu des solutions. Oui, bah on n'a qu'à obliger sur chaque feuille de match à mettre un minimum de français sur la feuille de match. Non, c'est pas ça. Pour moi, c'est pas la solution. Dans le sens où un championnat, c'est un club. Un club, c'est multinational, c'est international. Si on commence à dire il faut 70% de Français dans l'effectif de départ, bah c'est pas du racisme, mais déjà on bloque un petit peu. Donc voilà, ça serait la deuxième solution, faire un championnat fermé, permettant aux clubs d'avoir plus de liberté de faire jouer leurs jeunes joueurs. Voilà. Parce que du coup, actuellement, ce qui se passe, et on le voit, hein, c'est que les jeunes joueurs qui n'ont pas forcément tant de jeu, ils se retrouvent en Pro D2 et en Fédéral 1. Et forcément, bah, ils jouent. Mais l'accession pour eux à un temps de jeu dans la première division en top 14 est bien réduite. Ou alors ils se barrent à l'étranger. Et voilà, mais bon, c'est une solution. Problème numéro 3. La formation des jeunes. On a parlé des jeunes qui n'avaient pas accessibilité dans leur club. On va parler d'un autre problème qui concerne encore la formation au sein du top 14. Enfin, au sein de la Fédération française de rugby même. Dans le sens où la France compte plus de 260 000 licenciés. C'est énorme. C'est plus, et c'est là où il y a un problème, que les Néo-Zélandais. Les Néo-Zélandais qui sont à 142 000 licenciés. Soit plus de 100 000 licenciés de différence. C'est énorme. C'est énorme. Et pourtant, ils ont des meilleurs joueurs. Alors, j'aime pas ce terme-là, mais ils puent le rugby. Voilà, c'est des joueurs qui sont bien plus techniques, bien meilleurs que les Français. Pourquoi? Alors qu'on on a un réservoir plus important, on devrait pouvoir fournir des joueurs d'aussi bonne qualité. Vous voyez ce que je veux dire? On a une masse de potentiels joueurs plus importante que les Blacks. Dans cette plus grosse masse, il y en a forcément qui sont aussi bons que les Blacks. Ça, c'est un problème. Il faudrait, et c'est là où je pense qu'est le problème, c'est que les Blacks, on ne peut pas faire ça dans tous les sports, on ne peut pas être bon dans tous les sports. Et voilà ce qu'il faudrait faire pour le rugby. Les Blacks, dès qu'ils ont l'âge de marcher, on leur fout un ballon dans les mains, un ballon ovale, et ils jouent au rugby. En France, il n'y a pas cette culture-là de développer le sport. C'est-à-dire que le rugby, on commence à en faire dans les écoles, mais très peu. Vous voyez, le rugby n'est pas assez institutionnalisé en France. On ne le fait pas apprendre aux jeunes, on ne le fait pas découvrir. Du coup, on a beaucoup plus de jeunes qui jouent parce qu'on a un pays plus nombreux, mais on n'est pas capable de repérer et d'être au soutien de ces joueurs-là, de cette masse-là, et d'en retirer les bons. Vous voyez ce que je veux dire? La France, dans le monde, hein, pas que l'hémisphère nord, hein, dans tout le monde, c'est le 3e pays avec le plus grand nombre de licenciés. Le 3e pays. Devant. Le tout premier, c'est l'Angleterre avec, j'ai mis combien? Avec 700 000 licenciés. Plus de 700 000 licenciés. Ouais, eux, ils sont au-dessus de tout le monde. C'est quasiment le sport numéro 1 là-bas, si ce n'est le sport numéro 1. Bon, ils ont gagné une Coupe du Monde. Avant, il y a l'Australie. Oui, l'Australie. Deuxième. L'Australie, c'est une Coupe du Monde aussi. Il y a la France 3e. Pas de Coupe du Monde. Derrière, il y a l'Afrique du Sud. Une Coupe du Monde. Les Blacks, 2 Coupes du Monde.
Il y a bien un souci quelque part. C'est-à-dire qu'on aurait la capacité, avec tout notre ensemble, de générer vraiment des bons joueurs, et on ne le fait pas. Ça, c'est un autre problème. Il faudrait trouver un moyen, alors par les centres de formation, par les détections, je sais pas, mais de créer une nouvelle méthode qui permettrait de mieux développer ce sport chez les jeunes. Pourquoi les Blacks, avec moitié moins de licenciés, arrivent à produire plus de joueurs de qualité que nous en France? Pourquoi? Il faudrait trouver une solution. Alors, voilà, encore une fois, je soulève un problème. J'ai pas les tenants, j'ai pas réellement les aboutissants, c'est une constatation. À vous de. Voilà, on peut trouver des solutions. Malheureusement, je sais pas trop comment ça fonctionne. Voilà, je sais qu'on peut passer par les centres de détection. Après, il y a un système un peu d'équipe régionale. Voilà, je sais pas exactement comment ça se passe, mais il faudrait trouver des solutions à ce niveau-là, je pense. Problème numéro 4. Et là, les gars, c'est le problème pour moi le plus important. À mon sens, j'ai des propositions. Et à mon sens, si ces propositions sont appliquées, ça va réellement apporter un plus au 15 de France. Actuellement, les joueurs, ils sont payés par qui? Par les clubs. C'est-à-dire que les clubs, ils se retrouvent dans cette situation-là. Lorsqu'un joueur est appelé dans son équipe nationale, premièrement, il le perd pendant une période. Ce qui fait que pendant le championnat, il va manquer à son club, ce gars-là. Deuxièmement, il est payé par le club. Ce qui fait que quand il part jouer avec le 15 de France, le club doit continuer à le payer, même en son absence. Vous voyez ce que je veux dire? C'est normal que les clubs ils soient furax. Vous imaginez un club comme Toulon, ils perdent 5-6 joueurs pendant les compétitions internationales. Donc ça leur fait un gros trou dans leur effectif. Et en plus, ils doivent les payer, ces mecs-là. Alors voilà la solution que je propose. Écoutez bien, c'est du génie. Les joueurs, s'ils étaient payés par la fédération, donc je parle du problème français, par la Fédération française de rugby, ça veut dire que les clubs n'auraient pas à dépenser d'argent quand ils ne sont pas là. Le fait que ce soit le 15 de France qui ait la main sur ces joueurs, oui, puisque c'est eux qui versent le salaire, ça veut dire que c'est le 15 de France, le patron des joueurs. Ça veut dire qu'ils auraient les joueurs à disponibilité. Et ça, c'est important. Ça, c'est ultra important. Comment, à l'heure actuelle des choses, c'est comme ça. Comment voulez-vous que le 15 de France, qui a ses joueurs depuis 2-3 jours, avant une compétition, puisse créer une équipe? Tandis que des équipes comme l'Angleterre, comme l'Irlande, a ces équipes à disposition tout le temps. C'est-à-dire que là, on va se retrouver au tournoi de destination bientôt. L'Angleterre, ils auront eu leurs joueurs pendant 3 semaines pour les former. Pour créer un plan de jeu, pour créer du jeu, pour créer des automatismes, des liens avec les joueurs. Voilà. Comment voulez-vous que Guinoves puisse en 2 jours créer ce que les Anglais mettent 3 semaines à faire? C'est impossible. Guinoves, il aura beau être l'entraîneur, c'est pas pour lui dire du mal, hein, aura beau être l'entraîneur le plus doué du monde, le plus fort, tout ce que vous voulez, c'est impossible. C'est impossible. Alors, que ce soit la fédération qui paye les joueurs, ça permettrait donc à la fédération d'avoir les joueurs et de les prêter le week-end au club pour qu'ils jouent. De cette manière-là, les joueurs, ils seraient entre eux la semaine, au sein à Marcoussis, tous à jouer avec leurs entraînements. Ça permettrait à Guinoves de les avoir plus longtemps, de pouvoir créer un plan de jeu, de pouvoir créer une cohésion, des automatismes. Vous êtes d'accord avec moi? Vous me suivez? Regardez, quand vous êtes dans votre équipe, vous arrivez dans un nouveau club. Ça fait 3 jours que vous êtes là. Et bien vous avez du mal à trouver les repères avec les autres joueurs, à vous comprendre, à trouver des automatismes. Mais quand ça fait 6 mois que vous êtes là, ça devient beaucoup plus naturel, beaucoup plus fluide tout ça. Et c'est ça qu'il faut créer avec la fédération. Voilà, je pense que c'est là un des problèmes majeurs du 15 de France. Alors oui, certes, réduire le top 14 ou top 10, en faire un championnat fermé, augmenter la formation des jeunes, ça serait des solutions qui seraient cool, super cool. Mais si devant en retenir qu'une dans ce que je viens de vous donner, ça serait celle-ci. Ça serait vraiment celle-ci. Honnêtement.
La fédération paye les joueurs. Les joueurs appartiennent à la fédération. Ils sont disponibles à 100% avec la fédération et prêtés au club les week-ends pour jouer les matchs de championnat. Les clubs n'ont rien à dire. Les clubs n'ont pas à les payer. Ça leur fait pas un trou dans leur effectif puisqu'ils appartiennent à la fédération et ils seraient obligés d'avoir un effectif en conséquence. Voilà, c'est ce qui se passe chez les Néo-Zélandais. C'est ce qui se passe chez les Anglais. Pourquoi on ne le fait pas? On va attendre de s'être fait humilier encore pendant 3-4 Coupes du Monde à venir pour commencer à mettre des choses en place. C'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant. Bon, alors voilà, c'est des solutions que je propose, des solutions que j'ai lues dans ce bouquin, que j'ai lues sur l'équipe avec Dominici, avec Elissalde, enfin bref. Pour moi, il y a vraiment un problème. C'est vraiment 4 grands problèmes qui sont révélés. Il y a d'autres problèmes aussi qui sont... voilà. On prend Scott Spedding, on prend Rory Cocotte. J'adore ces joueurs. Je vous jure, j'adore ces joueurs. Mais là, il y a bien un problème. Scott Spedding, pourquoi il joue pas dans son équipe nationale? Pourquoi Rory Cocotte, il joue pas dans son équipe nationale? Ça veut bien dire à un moment donné que ces mecs-là, ils ne sont que le 4e ou 5e choix, ou même plus, de leur sélection d'origine. Hein. Ça veut dire que nous, on considère qu'on n'a pas de joueurs meilleurs, qu'on n'a pas de joueurs français de meilleure qualité qu'un 4e ou 5e choix d'un joueur d'un pays étranger. Vous voyez ce que je veux dire? On préfère prendre un mec qui est 4e dans son pays, en 4e position dans son pays, plutôt qu'un mec qui est premier en France. Voilà. C'est un problème. Attention, j'adore Scott. Il a fait une Coupe du Monde éclair. Je l'adore. Je l'adore. Bayonne, Brive, je kiffe ce qu'il fait. C'est un mec, il est ouf. Le mec, ça fait 3 semaines qu'il apprend à botter. Il tape des pénalités de 60 mètres. Même Johnny Wilkinson, il en chiale. Je suis désolé. Alors, bon, bref, Rory Cocotte. Bon, enfin bref, on n'est pas là pour discuter des joueurs. Donc c'est pas pour enlever tout le problème du staff de Philippe Saint-André. Hein. Ils ont fait, voilà. Mais c'est des gros problèmes qui pèsent. Et voilà, tout le monde n'a pas la réussite qu'a eu Marc Lièvremont sur la dernière Coupe du Monde. Hein. Parce que je suis désolé, hein, mais la Coupe du Monde en 2011, on fait finale. Hein. On a quand même fait une Coupe du Monde qui était dégueulasse. Hein. Les matchs, ils étaient pourris. On a gagné, on a eu de la réussite. On va pas se mentir, les gars. Bon, bah, Saint-André n'a pas eu la même chance. Et attention, je dis pas que j'aime pas Lièvremont et qu'il a fait un boulot de merde. Hein. Loin de là. Mais je veux dire, voilà, tous les entraîneurs n'ont pas la même réussite. Bon, après, oui, il y a des choses, on pourrait critiquer des choses, trop de préparation physique, pas assez de ballons pendant la préparation à la Coupe du Monde. C'est pas à nous d'en juger, on n'était pas là, bref. Voilà, donc j'ai relevé un certain nombre de problèmes. Dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous avez noté d'autres problèmes, si vous avez des solutions à apporter, si quoi que ce soit. En tout cas, j'espère que... Bon, je pense pas que ce message arrive jusqu'aux hautes instances du rugby français. Mais voilà, j'avais besoin d'en parler. C'est une radio où on parle un peu de tout. Moi, voilà, j'adore le sport. J'adore le rugby en particulier, vous voyez. Hein. Je vis rugby. Je respire au Vali. Enfin bref. Tout ça pour noter un peu quelques problèmes du rugby français. J'espère que ça vous aura plu. Puis écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les mecs!